Et on continue cette émission en parlant de technologie et d'hardware notamment, puisque je suis avec Mathieu Régnier, cofondateur de Dagoma. Bonjour. Bonjour. Vous faites des imprimantes 3D et Antoine Auberton, bonjour. Bonjour. CEO et cofondateur d'Enlapse. Alors vous faites des caméras dédiées au plan fixe, ce qu'on appelle des timelapse, c'est ça? Exactement. Alors, moi, je n'avais pas prévu de vous mettre tous les deux sur le plateau, mais en même temps, je me suis dit, ils font tous les deux du hardware. Et moi, j'ai un ami qui s'y connaît très bien en tech, qui m'a toujours dit « hardware is hard ». Et je me suis dit, mais pourquoi ils se sont lancés sur ce créneau, Antoine Auberton? Alors, c'est pas. On voulait répondre à un besoin et il fallait forcément passer par une partie hardware. La caméra Tiki, comme Timekeeper, le gardien du temps. Cette fameuse caméra autonome et connectée en 4G à une plateforme cloud MyTiki. On avait besoin de cette partie caméra pour répondre aux besoins justement de ces plans fixes, timelapse, pour suivre l'évolution d'un chantier, pour promouvoir un lieu touristique, pour un événement. Et cette caméra, voilà, on voulait s'affranchir des contraintes des solutions existantes en la rendant autonome et en la rendant connectée. D'accord. Et vos concurrents aujourd'hui sont où ? Alors, nos concurrents, on est la seule solution intégrée du marché. Donc, on a des concurrents qui sont des sociétés de prestations de services qui développent leurs propres solutions. Mais nous, on est la seule solution intégrée que vous pouvez acheter. N'importe quel professionnel de l'image peut acheter sur Internet ou en direct chez nous. D'accord. Et alors vous, Mathieu Régnier, vous vous êtes dit je vais faire des imprimantes 3D en France, comme ça. C'est presque ça. En fait, j'ai eu la chance de vivre en Chine avec Gauthier à l'époque. Qui était votre cofondateur, ça ? Qui était le cofondateur, ouais. Et donc voilà, on a bossé le sujet de l'impression 3D parce qu'on voulait... on est passionné de technologie, on est passionné aussi de produits et de beaux produits. Voilà, et on a découvert l'impression 3D, on s'est vraiment projeté en disant que ça allait pouvoir transformer nos méthodes de consommation et donc de production à terme. Et voilà, et donc on s'est lancé dans le monde de l'impression 3D à ce moment-là, avec aussi un regard différent peut-être, puisqu'on habitait en Chine, on avait visité plein d'usines et on avait un peu... Mais oui, vous auriez pu le faire là-bas en fait. On aurait pu, et avec le recul, on se dit qu'on a vraiment bien fait, puisque l'impression 3D permet de ramener la production en local, voire en micro-local, ouais. Et c'est ce qu'on fait du coup depuis 2014. On produit des imprimantes 3D, donc on conçoit, on fabrique et on vend, et donc on les fabrique localement en France, dans le nord de la France, à Roubaix. D'accord. Et alors, autre difficulté, chez Enlapse, vous avez fondé avec 5 amis au cœur de l'Auvergne, c'est ça? 5 copains d'école? En région Rhône-Alpes, ouais, c'est ça. Mais on est à Grenoble. Ouais. On est basé à Grenoble, 5 cofondateurs. Et le produit, donc la caméra, est fabriquée à Valence, ouais. à Drôme, donc à 1 heure de Grenoble. Et c'est un vrai bon choix. Mais être avec des potes, c'est facile de monter une boîte avec des potes, parce que visiblement, vous avez tous les deux fait ça. Moi, j'ai toujours entendu que c'était source de problème, mais... Alors, oui, de toute façon, si on le gère bien, ça se passe très bien. Et aujourd'hui, on est toujours soudés et le projet a pris l'ampleur que l'on souhaitait. Donc, non, aujourd'hui, c'est une force, plus qu'une contrainte d'avoir ce lien. Et pourquoi vous avez choisi de produire en France ? On a choisi, alors déjà parce que c'est possible, c'était possible, on peut faire du hardware en France, il y a des compétences pour faire du hardware. En termes de logistique, même en termes économiques, c'est intéressant de le faire. On l'a vu pendant la crise du Covid, le fait d'être implanté en France, on n'a pas eu de rupture de stock. Alors qu'il y a plein de personnes qui faisaient fabriquer ça à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde, ça s'est tout arrêté. Et donc, nous, on n'a eu aucune rupture de stock pendant le Covid parce qu'on fabriquait en France. Et ça nous tient à cœur également de créer de l'emploi en France. Et du coup, vous, en plus, vous faites partie des rares qui ont augmenté leur chiffre d'affaires de façon significative pendant la crise du Covid. On a pratiquement doublé notre chiffre d'affaires l'année dernière, dans un contexte qui était pas évident, mais grâce à la digitalisation notamment du suivi de construction et à l'internationalisation de notre activité. Au début d'année, on faisait 30% hors France. En fin d'année, on faisait 70% à l'international. Oh la vache. Donc, on a eu une vraie bascule. Et ça nous a permis de jongler entre les marchés. C'est quoi? C'est parce que d'un coup, les chefs de chantier ne pouvaient plus se rendre sur place et donc ils utilisaient vos solutions pour surveiller? Voilà, en partie pour ça. Ça permettait d'accéder, on était tous en remote, ça permettait d'accéder, les chantiers en France notamment n'ont pas spécialement été arrêtés. Ça permettait à ces conducteurs de travaux de garder un œil sur les différents chantiers qui suivent depuis chez eux. C'est intéressant cette problématique aussi de la relocalisation dont vous parliez, Mathieu, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, avec des imprimantes 3D construites en France, vous lancez en plus sur le marché professionnel, ça permet évidemment, j'imagine, d'éviter des stocks, de faire du prototypage en France, de ne pas envoyer des trucs à l'autre bout du monde.
C'est exactement ça. L'idée, c'est de prototyper, valider et de produire surtout. Parce que c'est chouette de prototyper, mais derrière, il faut produire. Et c'est ce que permettent les imprimantes 3D et nos imprimantes 3D professionnelles notamment. Et pendant la crise du Covid, par exemple, on a produit plus de 250 000 visières. Donc on a une capacité de production et l'impression 3D permet de ramener de la capacité de production au local. Et c'est vraiment notre combat, voire notre mojo depuis 2014. Et pourquoi vous n'étiez pas sur le marché des professionnels avant ? Alors, 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que je pense qu'on n'était pas mûrs. On n'avait pas encore développé les produits, parce que nous, on conçoit nos produits. On n'achète pas des produits existants, etc. Donc, c'est vraiment... Et on n'était pas mûrs, c'est-à-dire qu'en fait, notre produit professionnel qui est sorti cette année, ça fait 6 ans qu'on le développe. C'est 6 ans de R&D ? Il y a eu plein d'innovations. Nous, on les utilise, nos imprimantes professionnelles, depuis 2017 à peu près. D'accord ? Pour construire les autres imprimantes pour les particuliers ou... Entre autres, voilà. D'accord. Et en plus, on les fait évoluer de manière à ce qu'elles soient de plus en plus simples, de plus en plus efficientes, de plus en plus silencieuses, etc. Qu'elles soient compatibles avec de plus en plus de matériaux, voilà. Et là, depuis 2 ans, on a validé le socle technique sur lequel on voulait partir. Et on vend l'imprimante là désormais. Donc voilà, on est très très heureux de notre produit et on sait qu'il répond à des besoins forts, qu'il a déjà servi l'année dernière en mode test intensif. Mais voilà, et c'est pour nous une très bonne machine professionnelle et industrielle. Mais il n'est pas plutôt là, finalement, le marché pour les imprimantes 3D du côté des professionnels ? Parce que personnellement, je connais personne qui a une imprimante 3D chez lui. Vous connaissez quelqu'un, vous, qui a une imprimante 3D ? Nous, on en a une au bureau. Au bureau, d'accord. Merci. J'ai quelques amis geeks qui... voilà. Non, mais c'est ça. J'ai pas assez d'amis geeks, alors on va dire ça. Il y a beaucoup d'imprimantes 3D en France concernant... Alors, je ne connais pas les chiffres de nos concurrents, mais en tout cas, sur le domaine particulier. Mais chez Dagoma, on en a vendu à peu près 50 000. Ça fait une imprimante pour 2000 personnes à peu près. Donc, c'est que vous n'avez pas assez d'amis. C'est ça. Il faut que j'augmente encore ma communauté. Non, mais blague mise à part, en effet, le marché des particuliers, il a explosé en 2016-2017. Il a été en déclin très clair en 2018-2019, pardon. Et le marché des professionnels est en train d'exploser. Et donc, voilà, on a de la chance. On arrive au bon moment, a priori. Et maintenant, c'est à nous de jouer avec ce projet et produit professionnel. C'est quoi l'intérêt d'être sur les 2 marchés B2B et B2C ? Alors, aujourd'hui, on est quand même principalement sur le marché B2B, ce qu'on appelle le prosumer, c'est-à-dire c'est un client qui a un comportement d'achat proche du B2C, qui reste un B2B. Donc, c'est par exemple des photographes indépendants qui vont acheter notre solution Tiki, l'installer pour un client final qui en général peut être un acteur du BTP ou de la promotion immobilière et qui va lui avoir besoin uniquement du service Timelapse qu'on va proposer. On vend vraiment, nous, une partie hardware, on compare nos business models de Dagoma, une partie hardware, la caméra, mais également une partie SaaS. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a vraiment une place aujourd'hui, une vraie dynamique autour de ça, même pour trouver des investisseurs. Sur une partie hardware, ça permet d'avoir quand même un vrai différenciateur, une barrière à l'entrée, et une partie SaaS, génératrice de revenus récurrents, extrêmement sexy pour justement ces investisseurs. Et ça permet d'être sur les 2 tableaux et d'avoir une vraie différenciation sur le marché. Et quelle est l'importance d'aller chercher les particuliers aussi ? Parce que finalement, vous pourriez vous dire, mon gros du business, c'est le B2B et je reste là-dessus, parce que je sais faire et que ça déroule. Ouais, alors nous, on cherche plutôt à sensibiliser le grand public au timelapse, pour comme il a l'habitude d'utiliser la photo pour capter un instant, d'utiliser la vidéo pour du temps réel, le timelapse a quand même cette particularité et cet avantage de capter l'évolution de quelque chose qui va s'écouler sur de grandes périodes de temps. Donc le particulier connaît déjà cette techno parce qu'on en voit partout. Oui. C'est un beau coucher de soleil, c'est les saisons qui passent sur un paysage. Mais on a développé des outils, par exemple une application mobile, Hashtime, qui permet au grand public, de manière gratuite, n'importe qui ayant un smartphone peut le faire, de se sensibiliser et ça crée de nouvelles applications et c'est surtout ça continue ce travail de démocratisation de cette techno Timelapse. Parce que je réfléchissais à des boîtes qui ont fait du hardware en France et qui sont allées à la fois sur les 2 marchés. J'ai pensé à Parrot et Gyroptique, c'est pas forcément des exemples qui ont été très probants en matière d'aller sur les 2 marchés. Parrot a eu de beaux et de grands succès. Ouais, mais ils ont bien pivoté depuis quand même. Ils ont bien dû pivoter, oui, tout à fait. Et ils ont su le faire et ils le font bien. Après, des boîtes qui font du hardware et du soft, il y en a pas mal. Il y a Angel, par exemple, qui fait des vélos et qui, en fait, a une application qui est vachement puissante. En fait, on le voit pas toujours, mais il y a quand même beaucoup de... Je parlais pas forcément de faire du hard et du soft. Je disais plus d'aller sur les... Ouais, exactement. Et en fait,
le raisonnement qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on faisait des imprimantes B2C uniquement, donc il y a encore un an par exemple, il y avait plein de professionnels qui nous achetaient nos imprimantes aussi pour faire de la petite production. Et là, je suis convaincu qu'avec l'imprimante industrielle qu'on sort, il y aura quelques prosumers, des vraiment passionnés, voire des gens qui ont une micro-entreprise qui vont se dire, en fait, c'est ça qu'il me faut. Et je vais tenter l'investissement et y aller, quoi. Et vous avez du soft, vous, derrière ou pas? Alors nous, on a du soft de 2 types. On a d'abord un logiciel qui permet de contrôler et utiliser la machine. Voilà, donc ça c'est la première étape de soft. Voilà. Et on a un deuxième soft là, qu'on commence à louer également, parce que c'est un SaaS, Software as a Service. Et donc là, c'est pour gérer votre production. Donc vous avez une somme d'imprimantes 3D dans votre entreprise et vous devez lancer un batch du produit A, du produit B, du produit C, et c'est le soft qui va lancer le batch, s'assurer que toutes les machines tournent, etc. C'est quoi lancer le batch? Vous devez imprimer 10 000 pièces d'un type, et puis 5 000 de l'autre, et puis peut-être 50 000 du troisième. Le logiciel le fait. Et il va préparer, ordonnancer, organiser pour vous la production. Cette solution, elle est accompagnée aussi, parce que l'impression 3D a besoin d'être accompagnée aujourd'hui, par nos techniciens. Donc, on peut accompagner chacune des entreprises qui prend ces solutions SaaS dans l'optimisation de leur production, l'optimisation de leurs fichiers, éventuellement l'optimisation de leur dessin 3D également, de manière à ce que ce soit le plus efficient possible finalement pour eux. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que le hardware est finalement pas assez valorisé en France? Parce que je regardais les licornes françaises, par exemple, je ne crois pas qu'il y en ait, s'il y en a peut-être une ou deux sur les 17 qu'on a, je ne crois pas qu'il y en ait qui fabriquent du hardware. Effectivement, mais si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, des gens comme Tesla, des gens comme Apple sont sur du hardware. Donc ça veut dire que nous, on est un peu à la traîne, quoi. Après, ça dépend des dynamiques et des compétences locales. Nous, on a fait ce pari et on pense que c'est un pari qui permet d'apporter une expérience complète, un écosystème à l'utilisateur, et c'est ce qui va attendre surtout sur de nouveaux marchés. Ça permet de répondre à l'ensemble de son besoin et pas une partie uniquement. C'est ce qu'on propose avec sur MyTiki, donc la plateforme cloud. On rajoute un certain nombre justement de la gestion de parc de boîtiers timelapse, de caméras timelapse, des services de génération automatique de vidéos timelapse et d'autres contenus, d'analyse d'images. Donc ça, voilà, je pense que justement hardware plus software, en France, on a une carte à jouer. Et vous parlez des États-Unis, vous allez y aller alors? On y est déjà, on vend déjà. Vous vendez déjà aux États-Unis? Après la France, c'est notre deuxième pays en termes d'export. Ah oui. Donc c'est la bonne nouvelle de cette année, parce que c'est récent. Et on continue, on pense que c'est un pays sur lequel il y a un potentiel énorme, et on voit de nouveaux usages apparaître également. Du type quoi? Ça peut être justement sur la partie analyse d'image, ça peut être sur du comptage de véhicules, sur gestion de flux. Voilà, on n'est plus uniquement sur... Presque sécurité défense alors quasi. Non, vous pourriez, si on pousse le truc à l'extrême. Alors c'est pas un marché sur lequel on est. Nous, on est plus sur la compréhension d'un lieu, de ses flux, de personnes, de véhicules, d'objets en tout genre, avec une dimension sécurité des personnes, par exemple, sur les chantiers, avec une dimension gestion des flux sur un lieu touristique. Ou sur de la R&D, par exemple, on fait du suivi de glaciers. On travaille avec plusieurs glaciologues sur une 50aine de glaciers un peu partout dans le monde pour suivre l'écoulement. Et le timelapse permet de visualiser concrètement le réchauffement climatique. Bien sûr. Et vous, vos prochains marchés, c'est quoi? Le monde de la TPE, PME est en fait spécialisé dans un premier temps dans le retail et dans la production. Dans le retail pour faire quoi? Pour faire toutes les choses que chacun d'entre nous achetons tous les jours. Donc on aura demain des chaussures fabriquées en 3D? Alors je ne sais pas si les chaussures seront le... Non, c'est souvent... Nous, on est focalisé sur les objets plastiques. Donc c'est tout ou partie d'un... Mais on sait qu'il n'y aura pas que le plastique, a priori, dans le futur. En effet, il n'y aura pas que le plastique. Mais voilà, là, pour l'instant, c'est les étapes qui arrivent là avec certains retailers et pas mal d'usines qui produisent et qui, en fait, ont besoin d'adaptabilité, de flexibilité et de gestion de pièces qui ne peuvent plus avoir dans les temps, comme on le disait tout à l'heure. Ça fait une très bonne transition puisqu'on va parler retail dans un instant. Merci beaucoup Mathieu Régnier, cofondateur de Dagoma, et Antoine Auberton, CEO et cofondateur d'Enlabs.